Nous sommes ici à Besançon, qui est une vieille ville de tradition horlogère. En 2002, le Musée du Temps a ouvert ses portes au public. Dans ce musée, nous présentons l'histoire de l'évolution de la mesure du temps et son perfectionnement au cours des époques. Dans cette vitrine, vous voyez par exemple des cadrans solaires qui datent de différentes époques, qui étaient là pour donner une heure publique. Les plus vieux cadrans solaires connus à l'heure actuelle datent d'environ 5000 ans. L'élément principal d'un cadran solaire est le gnomon. Au départ, ce gnomon était un simple bâton qui permettait de porter une ombre et donc de voir le déplacement du soleil, voire le changement d'heure dans la journée. Jusqu'au 8e, 11e siècle, c'était quasiment la seule méthode d'avoir l'heure de manière fiable. Dans la deuxième partie de la vitrine, nous avons des cadrans un peu plus récents. Ce sont des cadrans portatifs qui étaient faits pour être mis dans la poche et qui doivent s'orienter vers le sud. On y voit des chiffres romains qui n'indiquent pas l'heure, mais ce qu'on appelle l'angle horaire du Soleil, à partir duquel on peut calculer l'heure. À partir de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, quand on a eu beaucoup de montres, on n'avait pas de référence commune de la mesure de l'heure. Chacun avait son heure à lui. Chacun pouvait donc, sur sa montre portative, prendre une heure soit depuis un cadran solaire public, soit depuis son cadran solaire portatif. Le problème principal qu'on a avec les cadrans solaires, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser ni quand il fait nuit, ni quand il fait mauvais temps. On a donc inventé une autre classe d'objets qui fonctionne indépendamment du temps qu'il fait dehors, qui permet de mesurer non pas directement l'heure, mais plutôt l'écoulement d'une durée. Ce sont les sabliers et les clepsydres. Les clepsydres, par exemple, sont un objet aussi ancien que le cadran solaire qui permettait de mesurer l'écoulement du temps par l'écoulement de l'eau d'un récipient à l'autre. Malheureusement, dans les collections du Musée du Temps, nous n'avons pas de tels objets à présenter. La clepsydre qui est présentée dans cette vitrine est une clepsydre assez récente. Elle date de la fin du XIXe siècle. C'est une clepsydre qu'on appelle une clepsydre à tambour, à cause de l'élément qu'on voit au centre juste ici. Dans cet élément, on a plusieurs petits compartiments. L'eau passe de l'un à l'autre et le tambour se déroule vers le bas. L'heure est indiquée par le bord de la tige, ici à droite de la clepsydre. Les sabliers sont des objets plus récents que les cadrans solaires ou les clepsydres et sont liés à l'évolution des méthodes de travail du verre. Donc le sablier qui est le plus à droite ici dure 1 heure à condition de ne pas oublier de le retourner. Par contre, le sablier qui est lui tout à gauche mesure aussi 1 heure, mais les différentes ampoules qui le composent permettent de diviser cette heure en 4 quarts d'heure. Le problème de tous ces objets, c'est qu'ils ne donnent pas forcément l'heure exacte et surtout qu'ils ne la donnent pas par lecture directe sur l'objet. Les premières horloges mécaniques datent de la fin du XIIIe siècle. Dans la grande galerie du Musée du Temps, nous présentons quant à nous cette horloge-là qui date du début du XVIIIe siècle. C'est une horloge d'édifice qui était à la base prévue pour être placée dans un clocher d'église. Il manque ici simplement l'affichage, le cadran et les aiguilles. L'organe le plus important de l'horloge, c'est le pendule qu'on a ici en façade et qui va, en se balançant, donner un tic-tac, un rythme régulier et compter le temps pour l'horloge. Le grand problème de l'horloge mécanique à pendule, c'est que le pendule a tendance, au bout d'un moment, à s'arrêter. On a donc rajouté à l'intérieur de l'horloge un moteur. Ce moteur, ici, c'est le poids qui va tirer sur la ficelle et faire tourner l'ensemble des engrenages. Par exemple, si on enlève ce poids, on va pouvoir écouter que le pendule ne va plus être entraîné et va s'arrêter au bout d'un moment. Pour transmettre la force du poids moteur jusqu'au pendule et l'empêcher de s'arrêter, on a un système de transmission à l'intérieur de l'horloge, ce sont les engrenages. Les engrenages, par contact, transmettent l'énergie depuis le poids moteur jusqu'au pendule à travers une pièce qui est la plus importante et qui est ce qu'on appelle l'échappement. Cet échappement, c'est une pièce qui a 2 dents et qui bouge en même temps que le pendule et qui laisse à chaque fois échapper une des dents de la roue qui est juste derrière. L'échappement permet donc de transmettre la régularité du pendule jusqu'à l'intérieur de l'horloge, puis les aiguilles du cadran.
Qu'on a affaire à des horloges monumentales, des horloges de taille réduite miniaturisées comme ces coucous suisses ou une montre à quartz, on retrouve toujours les mêmes organes de la mesure du temps à l'intérieur, sauf que la technologie qui est derrière a évolué et a changé. Et de Besançon, nous voici à Morteau, en plein cœur du pays horloger, Grégory. Oui, tout à fait, en plein cœur du pays horloger, tout près de la frontière suisse, situé à quelques kilomètres du château Pertusier. Le Val de Morteau, région de moyenne montagne, et puis également à 70 km de Besançon, donc une petite heure de route entre Besançon et Morteau. Quand il fait beau. Quand il fait beau, et en train c'est plus long. D'accord. Et alors, le Val de Morteau, cœur du pays horloger, quand l'horlogerie s'est développée ici? Ben, l'horlogerie, elle apparaît au XVIIIe siècle par des paysans horlogers. Au début, c'était plusieurs facteurs ont permis le développement de l'horlogerie ici. Ouais, ça paraît étonnant. C'était une région très agricole, montagneuse, vous l'avez dit, avec de l'agriculture. Pourquoi ça se développe justement, ici? c'est grâce à ça que l'horlogerie apparaît. Parce que donc, les paysans, l'hiver, il fallait bien qu'ils s'occupent, qu'ils aient un petit peu un revenu d'appoint pour arrondir les fins de mois. Donc le travail de l'horlogerie, c'était fait pour eux parce qu'ils étaient habitués à travailler le métal. Il y a le doux donc, qui pouvait fournir une source d'énergie. Voilà. Et puis également... le travail du bois aussi qui était très présent. Le travail du bois et la proximité de la Suisse aussi. Parce qu'à cette époque-là, la Suisse est déjà un pays horloger. Ouais. Donc un besoin de main-d'œuvre compétente, travailleuse. Donc c'était les paysans horlogers qui faisaient ça. Et puis quand on prend du recul... On se rend compte que chaque zone de montagne a développé un artisanat l'hiver, que ce soit le travail du bois, le décolletage, le travail des pierres. Donc c'est vraiment important. Et alors, le travail qui se développe, mais qui se développe où? Il n'y avait pas de grosses infrastructures, pas de grosses industries à l'époque. Ça se faisait où ce travail quand il se développe? Ça se faisait à domicile, dans les fermes comtoises, qui étaient l'habitat typique de la région, avec déjà des bâtiments donc assez importants pour loger la famille, loger le bétail. Et puis on consacrait sur la fenêtre, avec beaucoup de lumière, un petit coin pour de l'horlogerie. Et on a reconstitué ici un atelier d'horloger. Parce que voilà, l'horlogerie, c'est des petits composants, donc il faut beaucoup de lumière pour bien travailler. Donc on travaillait sur la fenêtre. D'où ce travail à la fenêtre? C'était 18e siècle? 18e siècle, oui, que ça va apparaître et puis ça va se développer. Au début, ce n'est pas une très très grosse production, mais petit à petit, ça va vraiment devenir très très important. Et puis au XXe siècle, eh bien, la principale région horlogère de France, c'est le Val de Morteau, le plateau de Mèche, puis également la région de Besançon. Et comment ça se passe à l'époque? Alors, c'est une famille qui fait une montre de A à Z. Comment ça s'organise le travail? Le principe, ça s'appelle l'établissage. Ça veut dire que chaque village, chaque ferme, et même dans chaque famille, chaque personne ne fait qu'une étape, assez simple, mais ne fait qu'une seule étape. Donc l'établisseur, on va dire le patron, distribue le travail entre les différentes fermes, les différents endroits. Les gens font leur travail. Ouais. L'établisseur récupère le travail effectué. Ça se fait pièce par pièce finalement. Ça se fait pièce par pièce. Il remonte la montre. Ouais. Donc il peut y avoir une trentaine de personnes pour faire une montre, pour faire les composants, mais qu'une seule personne qui peut monter la montre entièrement. Ça veut dire qu'il y avait 30 pièces par montre à peu près ou... Une montre, ça se compose d'environ 80 pièces, pour une montre simple. Donc il faut beaucoup de corps de métier pour faire des montres, que ce soit les cadrans, les aiguilles, les boîtiers... les ressorts. C'est un vrai travail de précision. C'est un travail de précision. Et puis, d'ailleurs, beaucoup de visiteurs sont surpris par la position de l'horloger au travail avec des microscopes, des petits outils. Et d'ailleurs, on dit que l'horloger, c'est l'artisan aux 1000 outils. Aux 1000 outils, mais ces 1000 outils viennent d'où justement? D'où Les outils, il y avait... On leur a donné? Comment ça s'est passé? Nos braves paysans, ils faisaient eux-mêmes leurs outils. Ils avaient une pièce à réaliser. Ouais. Donc, ils réfléchissaient. Et ils faisaient leurs propres outils, donc ils faisaient une maquette en bois. Et quand la maquette en bois fonctionnait, eh bien, ils faisaient la machine en acier, etc. Et même on récupère quelquefois des outils avec vraiment du système D, parce que dans le musée, on a un outil avec une cuillère à absinthe, une boîte de biscuits, donc vraiment du système D.
Ouais, vous Et avez puis, dit c'était des gens qui savaient travailler leurs travailler mains, le qui avaient métal, déjà et l'habitude puis, de travailler le métal. Ouais. Et puis également, leurs outils, ben, ils les cachaient, hein, parce que quand les voisins venaient des fois discuter au coin du feu le soir, eh bien, l'outil, on le cachait pour pas que le voisin jette un petit coup d'œil au système qu'on avait inventé. Donc, on protégeait un petit peu tout ça. Ouais. Et quand on voulait modifier la machine, ben, on modifiait déjà la maquette en bois. Et certaines maquettes en bois, malheureusement, ont été perdues. Mais c'est également des très très beaux objets. C'était donc un vrai savoir-faire qui s'est développé dans chaque ferme, un savoir-faire commun au final, un savoir-faire qu'il a fallu conserver. Et c'est pour ça que vous avez créé ce musée dans lequel on se trouve aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ce musée a été fondé il y a une trentaine d'années par notamment M. Constant Vaufré, qui était un passionné d'horlogerie, où il a fait toute sa carrière en entreprise. Puis une fois arrivé en retraite, eh bien, il était adjoint au maire. Et puis, ça lui faisait un petit peu mal au cœur que tout ce patrimoine parte, hein, parce que certains outils étaient cassés, transformés. Donc, petit à petit, une salle après l'autre, eh bien, ils ont récupéré tous ces outils, toutes ces montres. Et maintenant, le musée accueille beaucoup de belles pièces. On essaye de compléter les collections régulièrement. Vous avez des dons aussi de temps à autre. On a des dons, et même de plus en plus, parce que le musée commence à être connu. Et puis, ben, les gens, au lieu que les enfants se séparent de ça, ou, parce que ça ne les intéresse pas forcément, ben, ils donnent ça au musée. Donc je parcours un peu la France de temps en temps pour récupérer ce qu'on nous donne, puis également, pourquoi pas, éventuellement acheter des objets. Ouais. Alors vous dites les enfants, il y en a que ça intéresse moins, mais ça reste quand même l'horlogerie, ça reste une tradition, quelque chose qui a marqué la région. C'est encore dans toutes les mémoires. Et puis justement, il y a Claude Bonnet qui a 91 ans, qui est un monsieur de Charquemont, un ouvrier qui a passé toute sa vie dans les ateliers dont on parlait, qui a travaillé dans l'horlogerie et qui, lui, continue à conserver cette mémoire. C'est même pour lui une passion. Orussé, Berthaud, grand horloger. Vous voyez, c'est un titre. Hein. 1742 à Saint-Julien. C'est donc des petits pays ici autour. Hein. Aux Écorces, c'est tout à côté. Monod, il y en a encore. Pierre, Claude, Perrault-Bastien, maître horloger. Alors, vous voyez, ça fait déjà du monde, tout ça. Oui. Ben, j'ai tout ça dans mon atelier parce qu'en recherchant de l'outillage, comme j'allais dans les familles, chez les artisans, je causais d'horlogerie avec eux. Je leur demandais aussi s'ils avaient des fois des pièces détachées. Vous avez des familles qui avaient travaillé pendant jusqu'à 70, 80 ans, et puis qu'on avait marre, puis qu'on tout laissait, ou qu'on débarrassait le commerce. Puis il y avait d'autres familles qui les conservaient. Tous ces paquets de montres là qu'on va monter, de pièces de montres, ce sont tous des fabricants des familles différentes. Parce qu'ils fabriquaient chacun une pièce. Chacun une ou deux pièces, oui. Ils créent leurs outils parce que l'outil est adapté au travail. Et puis on ne le trouve pas dans le commerce. Alors comme c'est un travail spécial à la région, comme vous avez monté Chroux, on fabriquait des pinces. D'autres, ça les lime. À vous de juger, hein, parce que dans l'horlogerie, c'est comme d'autres métiers, il y a aussi il y a beaucoup de jugeotes. Premièrement, j'ai trouvé que ces outils étaient beaux, et puis qu'ils étaient en détresse. Certaines de ces machines, on ne savait pas à quoi elles servaient, ça avait été perdu, parce que ce sont des machines à manivelle ou à pédale, ou à archet. Il y avait aussi l'archet. Hein. La main, c'est le plus bel outil. Elle peut voir avant l'œil. On a créé des outils avec la main. Et puis, ces outils sont devenus le prolongement de la main, puisque c'est la main qui les guide. Et la main, elle va laisser sa trace sur le manche ou l'outil. C'est vraiment un travail d'artiste. Alors Claude Bonnet parlait de travail d'artiste, c'est l'horlogerie finalement, c'est pas que de la mécanique. C'est de la mécanique et c'est également esthétique. Hein. D'ailleurs, encore maintenant, hein, quand on veut s'acheter une montre, qu'est-ce qu'on regarde? C'est l'esthétique de la montre. Hein. Et à Morteau, au château, on a cette belle horloge astronomique, fabriquée par un paysan horloger, pièce unique,
s'appelait Séraphin Carr, Vermouth. Et puis donc, il a mis 20 ans de labeur pour faire cette pièce en 1850. 20 ans de travail. 20 ans de travail avec l'heure, la minute, les saisons, le zodiaque, le mois, le calendrier sur un siècle, d'une boîte à musique, la sonnerie des heures. Donc, une pièce unique qu'on est fier d'avoir récupérée et qu'on expose. Et qui fonctionne toujours. Qui fonctionne toujours, mais on l'économise beaucoup parce que voilà, il faut en prendre soin, mais on peut la déclencher éventuellement. Ouais. D'accord. Alors on revient au Val de Morteau, les paysans horlogers, on en parlait, ça se développe jusqu'à quand? Ça se développe Ben, les paysans horlogers, ça va être au 18e, 19e siècle, mais après on va vraiment passer à une phase industrielle au 20e siècle, hein, parce qu'il a fallu quand même répondre à une grosse demande. Il a fallu quand même faire des montres qui soient précises, donc des standards de qualité. Donc on a réuni les ouvriers dans des entreprises, quoi, des manufactures. les ouvriers, on n'est plus chez le paysan horloger en fait. Bah voilà, petit à petit, on arrive à l'industrie. Et puis, mais bon, on va quand même, ça va se côtoyer encore quelques années, hein, le travail à domicile avec le travail en usine. Hein. Moi, mes parents étaient horlogers. Et quand j'étais gamin, ma mère bossait à la maison, sur la fenêtre. Mon père était à l'usine. Et puis quand il rentrait le soir, ben, il donnait un dernier coup de main à ma mère pour faire son travail. Autant dire qu'il faisait 35 heures en 4 jours. Hein. C'était pas... Mais lui était à l'usine, alors c'est vraiment c'est de l'industrie qui se développe. Bah, c'était l'usine, oui, et puis il y avait beaucoup d'ateliers hein, ici. Dans le pays horloger, il y a une cinquantaine d'années, on avait 150 fabricants d'horlogerie. Il y avait 56 uniquement à Morteau qui embauchaient quasiment 2000 personnes. À Charquemont, il y avait également 600 ouvriers dans beaucoup de petites entreprises. Et c'est des petites entreprises, mais quand même, c'est vraiment ça devient deux industries. Il y avait de tout. Il y avait des petits ateliers et puis également des grosses entreprises. Hein. Il y avait l'entreprise Frénier sur Morteau qui ne faisait que des boîtiers. Ils étaient 200 ouvriers. C'était la plus grosse entreprise d'Europe pour tout ce qui était boîtier artistique. Ça devient les grosses productions à l'américaine? Ça devient, c'est les Américains hein, qui vont mettre au point la production en grande série. Hein. C'est eux qui vont faire, avec la manufacture Colt, ils vont faire la production en grande série d'armes, mais également sur le même principe de montres. Et puis à partir de là, on va faire de grosses productions. Et c'est intéressant de remarquer que les premiers horlogers étaient également, au Moyen-Âge, des serruriers et des arquebusiers. Donc c'est marrant de faire le lien entre manufacture d'armes, production en grande série, et puis également le début de l'horlogerie. Et donc, ces industries, pour le Val de Morteau, c'est important, toute la région est concernée alors? Toute la région était concernée. Bon, il y a eu une crise importante avec l'arrivée de la montre à pile. Hein, la montre à quartz a quand même fait beaucoup de mal aux pays horlogers. Mais actuellement, depuis quelques années, la montre mécanique est à nouveau demandée. Mais alors à l'époque, ça représentait quoi pour la région en termes d'activité économique, en termes d'ouvriers, en nombre d'ouvriers? À Morteau, dans les années 60, on avait 2000 ouvriers, donc quasiment la population, 30-40% bossait dans l'horlogerie. C'est beaucoup d'ateliers, donc quelqu'un qui quittait son travail le lundi à midi, il traversait la rue et puis retrouvait du boulot le lendemain chez le voisin, quoi. Et si ça marchait pas, il allait dans une autre ville. Il y a Charquemont aussi qui était... Charquemont qui était connu pour tout ce qui est un peu composant des mouvements de montre de poche. Donc là, pareil, une vingtaine d'entreprises, 500 ouvriers. Et puis également, ça c'était de la production de composants de montres. Mais également, vous avez le village des Gras. Et ce village-là, c'était spécialisé dans tout ce qui est outillage. Et ce village avait une réputation mondiale pour tout ce qui est outillage d'horlogerie. C'était des sous-traitants finalement de l'activité horlogère. C'était eux qui... des sous-traitants et puis, ma foi, ils produisaient des outils de qualité. Hein. Et le principe du mandrin des perceuses visseuses a été mis au point au Gras, donc par les frères Amiot. Donc vraiment des gens qui avaient du système mécanique dans la tête et des gens intelligents. Et donc cette activité fait vivre des milliers de personnes, vous l'avez dit. Jusqu'à quand ça perdure Ça va durer surtout dans les années 1980-85. Là, avec l'arrivée de la montre à quartz d'Asie, il va y avoir une très très grande crise.
On a fait un peu de la montre à quartz sur Morteau, mais bon. Parce qu'elle fait concurrence à la montre du Haut-Doubs, Bah à la oui, montre du Val de Morteau. Et puis c'est la montre pas chère, donc. Puis les petits patrons se sont dit ici, la montre à quartz, personne n'en voudra. Et en fait, ça a très très bien marché, malheureusement. Donc du coup, ça a fait une très très grosse crise. Mais actuellement, depuis quelques années, la belle montre mécanique revient à la mode et on reforme des horlogers au lycée de Morteau. D'accord. Et donc le savoir-faire ne s'est pas totalement perdu tout de même dans la région. Vous avez parlé de crise, ça veut dire que ça n'a pas totalement disparu. Ah non, heureusement, notamment on a sur Morteau la marque Pékinier, qui est vraiment la plus belle marque de France. Ils font leur propre mouvement mécanique, le calibre royal, donc qui est une très très belle montre. Donc voilà. Pékinier qui est installé où alors? Pékinier, ils sont dans la zone commerciale industrielle de Morteau. Donc c'est vraiment à Morteau même. Ils sont 45 ouvriers. Et puis également, sur Besançon, on a l'entreprise Utinam, qui fait un petit peu de la comptoise contemporaine, mais qui produit également des horloges monumentales, comme celle qui est exposée à la nouvelle gare TGV à Besançon. Et puis également, il a monté une horloge monumentale à Tokyo. Savoir-faire qui s'exporte alors. Et puis dans la région également, il y a des personnes qui se sont reconverties. On a conservé le savoir-faire horlogère. Je pense à la microtechnique par exemple. La micromécanique, la microtechnique, on reforme des jeunes au lycée. Et puis cette main-d'œuvre est demandée partout, à l'étranger, mais également en France, quoi. Donc le lycée de Morteau est un lycée d'excellence pour la section horlogère et puis également pour la bijouterie. Ouais. Et la montre est toujours d'actualité. Je pense à LIP notamment, que beaucoup de Français connaissent et qui est incontournable dans la région et qui revient aujourd'hui. Tous les gens connaissent LIP. Bon, il y a eu un moment de creux pour LIP, mais actuellement, l'entreprise LIP se réinstalle sur Besançon. Et puis avec pas mal de succès, parce qu'ils arrivent à vendre des montres, l'Asie s'intéresse aux produits, et il y a des perspectives d'embauche dans les prochains mois. Donc LIP, c'était vraiment une très très belle marque. C'est le grand retour de l'horlogerie. C'est la belle marque de Besançon et que tout le monde connaît. Tout le monde connaît la marque LIP avec, ma foi, le scandale qu'il y a eu avec la fin de cette entreprise-là. Mais il y a du potentiel, je pense, pour cette marque-là. Ouais. Elle va évidemment être exposée au musée ici. C'est peut-être l'occasion On a déjà de la montre LIP. De revenir aux fondamentaux de l'horlogerie. Ma foi, pour découvrir l'histoire de notre région et puis l'histoire d'un objet qu'on porte au poignet et qu'on regarde X fois par jour, faut venir à Morteau pour comprendre tout ça et rentrer dans le mécanisme. À quel moment alors vous êtes ouvert On est ouvert toute l'année, mais on est surtout ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre. Donc les portes sont ouvertes, venez nombreux à Morteau. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.